Alors bonjour et bienvenue à tous. Il nous fait plaisir de vous accueillir à cette production vidéo qui vise l'information, la formation ainsi qu'à des fins pédagogiques relativement à la nouvelle définition de la déficience intellectuelle, la 11e. Mon nom est Stéphane Morin. Je suis psychologue clinicien au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de la Mauricie et du Centre du Québec, Institut universitaire. J'aurai à mes côtés aujourd'hui le Dr Yves Lachapelle, professeur au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais également, vous le savez, personne impliquée depuis fort longtemps dans le mouvement d'inclusion sociale des personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Encore une fois, bienvenue parmi nous et bonne écoute. Alors Yves, c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec toi aujourd'hui. Moi qui te connais quand même depuis plusieurs années, plusieurs de nos auditeurs vont également te reconnaître ou te connaître, mais pour certains, c'est une découverte aujourd'hui. Alors peut-être nous dire qui tu es. Parfait. En fait, je suis professeur au département de psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mes champs d'intérêt, parce qu'il y en a plusieurs, j'allais dire mon champ, mais il y en a plusieurs. Donc, il y a la déficience intellectuelle. Qu'est-ce que c'est que la déficience? Et je suis très impliqué depuis plusieurs années au sein de l'AIDD, l'Association américaine sur la déficience intellectuelle. Il y a aussi l'autodétermination, qui est une approche centrée vers les personnes et qui accorde une place primordiale aux personnes que l'on accompagne. Il y a également comme intérêt l'utilisation des technologies ou des technologies de soutien à l'autodétermination de ces personnes-là. Donc, je dirais que ce sont les trois grands créneaux qui ont alimenté et suscité de l'intérêt et des travaux de recherche de ma part dans les dernières années. Et est-ce que je peux me permettre d'ajouter aussi directement impliqué dans la nouvelle définition qu'on va parcourir aujourd'hui? Oui, tout à fait. J'ai fait partie du comité sur la classification et la terminologie, donc je suis l'un des 18 auteurs de ce manuel-là dont on va discuter. Dans le domaine de la déficience intellectuelle, on retrouve plusieurs acronymes, dont un acronyme qui est l'AIDD. Ouais. Est-ce que tu peux nous préciser de quoi il s'agit exactement? Absolument. En fait, bonne question parce que je dirais que notre domaine est particulièrement presque champion du monde des acronymes. On en a une panoplie, une pléthore, on se perd un peu là-dedans. AIDD veut dire, en fait, c'est l'acronyme d'une association. Ça veut dire American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Et en fait, c'est depuis cet acronyme-là, ou ce nom-là, c'est le nouveau nom, depuis, disons, 4-5 ans, de l'association qui est probablement celle encore la plus connue sous le vocable de AAMR, American Association on Mental Retardation. Alors Yves, est-ce que tu pourrais nous présenter plus formellement la définition de la déficience intellectuelle? Oui, avec plaisir. Donc, ça dit ceci. La déficience intellectuelle est caractérisée par des limitations significatives du fonctionnement intellectuel et du comportement adaptatif, lequel se manifeste dans les habiletés conceptuelles, sociales et pratiques. Cette incapacité survient avant l'âge de 18 ans. Ce sont donc les trois critères principaux pour établir un diagnostic de déficience intellectuelle. Ceci étant dit, une fois qu'on a répondu à ces trois questions-là et qu'on dit oui, la personne présente une déficience intellectuelle, on souhaite à l'AIDD ne pas décider uniquement sur ce type de critères-là, parce qu'il y a quand même des sources d'erreurs. Donc, on souhaite un diagnostic qui est beaucoup plus réfléchi, exhaustif, que simplement se limiter à ces trois dimensions-là. C'est pourquoi on a émis et on a écrit 5 postulats de base. Alors, il faut répondre à ces trois critères-là, mais en plus, il y a 5 postulats ou 5 grands éléments de réflexion auxquels on doit nécessairement accorder une certaine attention avant de poser un diagnostic final comme spécialiste. Alors, l'un des premiers, en fait, le premier postulat, il dit « Les limitations dans le fonctionnement actuel doivent tenir compte des environnements communautaires typiques du groupe d'âge de la personne et de son milieu culturel. » C'est-à-dire qu'un diagnostic de déficience intellectuelle doit aussi tenir compte, quand je vais choisir le type d'instrument pour mesurer le fonctionnement intellectuel ou le comportement adaptatif, est-ce que les items sont bien représentatifs de la culture dans laquelle je vis? Parce qu'on pourrait se retrouver dans un autre pays ou dans un même pays, dans différents endroits géographiques, où plusieurs items à un test seraient discutables ou seraient moins appropriés, ce qui pourrait venir influencer la validité de mon évaluation. Un deuxième postulat important, c'est aussi de se poser comme question et de s'assurer qu'une évaluation valide tient compte à la fois de la diversité culturelle et linguistique de la personne, ainsi que des différences sur les plans sensorimoteurs, comportementaux et de la communication. Je te donne un exemple. Je suis natif de l'Outaouais et donc ce qui s'appelait Hull avant. Et comme on est tout près d'Ottawa, on a dans notre jargon beaucoup d'anglicismes.
Quand j'étais jeune, on me disait souvent va te laver les mains dans le sink. L'évier, en anglais, c'est sink. À l'oreille, à un instrument de mesure bien connu d'intelligence, un des éléments, c'est dessine-moi un signe. C-Y-G-N-E, l'oiseau. Dessine-moi un signe, je pourrais te dessiner un évier, parce que c'est le schème auquel je... Alors, il faut tenir compte des environnements et aussi se dire, ça se peut que certains énoncés aient été mal interprétés. Donc, c'est un autre postulat où il faut réfléchir et se dire, est-ce que l'instrument que j'ai utilisé tient vraiment compte des habiletés, des capacités au niveau linguistique, sensorimoteur, etc. de la personne. Ça, c'est le deuxième postulat. Il y en a 3 autres. Un qui est vraiment aligné avec la démarche de plan d'intervention, de plan de service, en fait, tout ce que l'on fait depuis des années chez nous, c'est chez une même personne, les limitations coexistent souvent avec des forces. Alors, arrêtez de se centrer sur les limites de la personne, les limites que présente la personne, mais davantage cibler ses forces et bâtir son plan d'intervention, son plan de vie, son projet de vie en fonction de ses forces et graduellement l'amener à vivre des succès plutôt que de s'acharner sur ses limites. Quatrième postulat, c'est la description des limitations est importante, notamment pour déterminer le profil de soutien requis. Dans cette démarche-là, l'évaluation que va faire le professionnel doit être très vigilante ou très pointue au niveau des soutiens requis chez la personne, parce que c'est pas tout que de dire oui, elle présente une déficience intellectuelle, mais il faut surtout dire voici l'ensemble des soutiens et des domaines de soutien dans lesquels la personne a besoin. Elle a besoin de combien de soutien, de combien de personnes, de combien d'argent ou de combien de matériaux pour être en mesure d'être fonctionnel dans son environnement. Donc ça, c'est vraiment important, ce postulat. Le dernier, si la personne présente une déficience intellectuelle, reçoit un soutien adéquat et personnalisé sur une période soutenue, son fonctionnement devrait s'améliorer. Si elle s'améliore, elle peut ne pas coter significativement inférieure à la moyenne dans une mesure ultérieure du comportement adaptatif et ne plus répondre à un critère diagnostique de déficience intellectuelle. Donc ça, ce sont les 3 grands critères, mais aussi les 5 postulats, je dirais les dimensions que l'on doit avoir en tête quand on fait cette évaluation-là. Maintenant, il y a, en fait, l'AIDD a proposé, avec cette définition, ces postulats, un modèle conceptuel du fonctionnement humain. Donc, le modèle conceptuel du fonctionnement humain, il reprend un schéma dans lequel on essaie de synthétiser l'ensemble des éléments qui font partie de ce modèle-là qui est proposé par la AIDD. Et en fait, il dit, dans une première colonne, on retrouve qu'on doit évaluer, parce que la personne fonctionne, la première dimension qui est les capacités intellectuelles. La deuxième qui est le comportement adaptatif. Il y a aussi une 3e dimension importante et relativement récente qui date des 2 dernières définitions, qui est participation aux rôles sociaux. Donc, dans quelle mesure la personne agit et assume un rôle dans ses activités au quotidien, au travail, dans la société. Il y a aussi la dimension santé et finalement la dimension contexte, qui veut dire l'environnement ou l'ensemble des environnements. Donc, on doit faire une évaluation très exhaustive de chacune de ces dimensions-là pour se dire, la personne, son fonctionnement actuel est plus ou moins limité, soit au niveau de l'un ou de l'autre. Plus ou moins limité au niveau des capacités intellectuelles, au niveau de la santé, au niveau de la participation. Qu'est-ce que ça va venir nous dire, cette évaluation-là? Ça va se traduire par des besoins de soutien. Donc, en plein cœur du modèle conceptuel du fonctionnement humain de la IDD, on retrouve le soutien qui vraiment interpelle nous comme professionnels. Une fois qu'on a fait cette évaluation-là, qu'est-ce qui ressort des profils, des forces de la personne et comment on doit la soutenir au meilleur de nos connaissances pour qu'elle puisse fonctionner davantage selon les attentes, être fonctionnel. Alors Yves, on a abordé les grandes conceptions et la définition de la déficience intellectuelle. Maintenant, la plupart d'entre nous avons vu passer le grand vert, donc qui est la couleur du fameux volume. J'aimerais que tu puisses nous présenter un petit peu ce qu'on y retrouve. Mais d'abord, question centrale, existe-t-il en français? Donc, réponse centrale, il existe en français. Soulagement. Il est publié, je dirais, 10 ou 12 langues, en 10 ou 12 langues. Donc, l'ouvrage principal, le manuel de la 11e définition, lui, il est traduit. Ce qu'il faut savoir, c'est que vient avec une nouvelle édition, habituellement, un guide de l'utilisateur, qui est une version plus simplifiée, un petit livre, dans lequel on va peut-être mettre aussi quelques vignettes ou soutenir un peu la personne qui voudrait mettre en application ça.
Malheureusement, la version francophone du guide de l'utilisateur n'est pas encore disponible, mais elle existe en anglais, elle est déjà publiée, ça fait partie de nos projets. Mais le manuel, c'est déjà disponible et distribué au Québec en français. Et d'une façon plus spécifique, qu'est-ce qu'on retrouve dans le manuel? Parfait. En fait, je suis très heureux que tu me dises le mot manuel ou ouvrage ou livre, parce que très souvent, les gens parlent de la définition. Alors, ils prennent le bouquin en main, puis ça, c'est la définition, c'est la nouvelle définition de déficience intellectuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est que quelques pages sur cet ouvrage de tout près de 400 pages qui définit ce qu'est la déficience intellectuelle, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est un système intégré qui tente de répondre à 3 grandes questions. Je dirais qu'une première partie du volume est vraiment dédiée à des fins pour des spécialistes de définir ce qu'est la déficience intellectuelle, mieux le comprendre et comment évaluer et en arriver à poser un diagnostic, quels sont les critères. Ça, c'est une première chose. Mais cet ouvrage-là, une bonne partie de l'ouvrage est aussi consacrée à la dimension que j'appellerais classification. En fait, on veut savoir et tenter d'expliquer quelles sont les grandes causes connues d'une perspective étiologique. Est-ce qu'on est en mesure d'identifier les causes qui ont provoqué chez une personne la présence d'une déficience intellectuelle ou pas, ou de la présence de cette condition-là? Donc, on sait très bien que 2 causes très connues et à peu près indiscutables associées à une déficience intellectuelle, la trisomie 21, syndrome du X fragile. Donc, trisomie 21, c'est assurément se traduit ou est concomitant avec ça une déficience intellectuelle. Mais on a encore 40-50% des cas où on ne sait pas, on n'a pas de connaissances, on n'arrive pas à identifier les causes qui ont pu amener ou provoquer cette condition ou ces limites significatives chez la personne. Est-ce que c'est de l'ordre plus culturel? Est-ce que c'est de l'ordre des apprentissages? Est-ce que c'est plus de l'ordre génétique ou autre? On ne saurait pas dire. Donc, il y a encore beaucoup de recherches à faire à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la deuxième dimension qui dit, quand vous aurez fait, ou tant qu'à faire cette évaluation-là rigoureuse, assurez-vous de regarder au niveau des conditions de santé, de contexte et autres, dans l'historique de la personne, dans son dossier médical, est-ce qu'il y a aussi des conditions associées qui pourraient être mises en cause ou interprétées comme étant des causes de la présence de la déficience. Et il y a un troisième volet qui est sans doute le plus important pour l'auditoire et pour nous, en fait, qui est celui de la notion de soutien. Donc, rappelons-nous, on a parlé un petit peu de l'histoire et je disais que c'est une grande association de professionnels intéressés à une cause. Qui dit association de professionnels dit des personnes qui gravitent autour, qui accompagnent des personnes, donc on veut savoir quoi faire. Donc, une bonne partie du manuel est consacrée à, d'une part, présenter une définition. Qu'est-ce que c'est que le soutien? Donc, on a une définition du soutien. Ensuite, on a aussi un modèle qu'on propose de système de soutien et on propose également un plan, une approche, un plan de soutien individualisé qui est relativement similaire au plan de service, mais qui reprend essentiellement les mêmes étapes, mais qui amène un changement de paradigme important, qui est, je ne suis plus en train de réfléchir aux services que je dois développer et offrir à une personne, mais est-ce que je peux identifier avec les personnes les soutiens dont elle a besoin, la quantité de soutien dont elle a besoin, et ensuite réfléchir en équipe interdisciplinaire sur comment on va s'assurer tous ensemble de répondre à ces besoins-là. Donc, c'est vraiment tout un système intégré, et ça, je pense que c'est peu connu. Les gens ont tendance facilement à identifier le bouquin bleu il y a 20 ans, rouge il y a 10 ans, et vert cette année à la définition. Nous avons abordé aujourd'hui toutes sortes de contenus intéressants, une certaine complexité, une certaine densité. Pour les gens qui sont particulièrement au niveau de l'intervention, qu'est-ce que tu crois qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui devrait éclairer notre pratique sous l'angle de la réflexion par rapport à la définition de la déficience intellectuelle? Je vais tenter une réponse simple, mais tu me connais maintenant, en fait de longue date. Il y a plusieurs éléments, je pense. Un premier qui me vient spontanément en tête, c'est la place de la personne. Peu importe le modèle de fonctionnement humain auquel on réfère, peu importe la définition à laquelle on adhère, il faut se dire que c'est là, et ça devrait être là uniquement pour mieux nous aider à comprendre quelque chose de multidimensionnel, quelque chose de complexe, et orienter notre conception, notre propre conception de cette chose complexe. Mais au-delà de ça, je suis en accompagnement au quotidien avec des personnes. Alors, la personne a sa place,
devrait toujours être, autant que faire se peut, présente dans tous les processus ou toutes les dimensions du processus. Et donc, ma sphère d'intervention devrait être orientée dans peut-être modifier l'environnement pour te permettre d'exprimer des capacités que tu as déjà, mais dont on ne soupçonnait même pas l'existence, ou au contraire, travailler au niveau de l'apprentissage de certaines habiletés ou capacités qui étaient absentes jusqu'à présent chez la personne pour lui permettre de transiger avec ces exigences environnementales-là. Donc, je pense que comme intervenant, comme proche, je vais restituer ça comme personne, comme proche, comme intervenant, comme établissement, comme ministère. Donc, j'essaie d'être écosystémique là, dans mes propos. À toutes les strates, on devrait essayer de réfléchir et avoir une approche qui est comment bien faire pour soutenir la personne, pour qu'elle soit un acteur, un vecteur de participation sociale. Dans notre bouche, dans notre discours, dans nos politiques, on parle d'intégration, d'inclusion, de participation sociale, d'autodétermination. Tout le monde est d'accord avec ces termes-là, avec ces modèles conceptuels-là, et on est sur la bonne voie. Mais beaucoup reste à faire encore dans la concrétisation de tout ça. Et ça, je pense que la définition, pour ne pas dire la définition, j'aimerais même qu'on laisse tomber l'idée de ce manuel-là, c'est la définition, c'est le 11e manuel qui présente la définition de ce qu'est la déficience intellectuelle, comment classifier, comment essayer d'expliquer les causes de la déficience. Et il ne faut pas oublier ce qu'on disait aussi précédemment, le tiers du volume qui est consacré à comment on évalue le soutien dont a besoin la personne et comment on le met en place. Alors, c'est ce troisième volet-là de ce système intégré qui est proposé par la 11e définition qui devrait avoir un impact majeur au niveau de nos pratiques d'intervention. Mais ça va vraiment avoir un impact au niveau des pratiques que dans la mesure où ça a un impact ici et là. Donc, dans notre conception de la chose, dans notre approche, appropriation et comment on décide de transiger avec ça au niveau de nos émotions, de nos savoirs, nos savoir-faire et de notre savoir-être. Nous avons abordé d'une façon assez large l'impact de la définition de la déficience intellectuelle. Maintenant, beaucoup de personnes, beaucoup d'intervenants du réseau, dans le contexte de la pratique interdisciplinaire, sont préoccupés et impliqués dans les processus diagnostiques. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce que tu nous proposes comme idée importante? OK. Bien, en fait, je dirais que pratico-pratique ou pratiquement parler, ce qui est proposé, c'est une procédure en 3 étapes. Donc, ce qui ne peut pas être remis en question, si on veut, en fonction de ce modèle-là, c'est que pour établir un diagnostic de déficience intellectuelle, il faut 3 choses. Il faut d'abord faire une évaluation du QI de la personne. Donc, ça nous prend un score ou des scores ou une mesure du fonctionnement intellectuel de la personne. Et avec, on doit faire ça avec des instruments normalisés, validés, standardisés, donc reconnus au niveau des qualités psychométriques, pour établir, hors de tout doute, que la personne obtient un QI qui se situe significativement inférieur à la moyenne, donc 2 écarts types, d'où le plus ou moins 70 et moins de QI. D'accord? Donc, on doit établir, oui, cette personne-là qui est évaluée, au niveau du fonctionnement intellectuel, elle est significativement inférieure à la moyenne sur un ou plusieurs tests d'intelligence. Ça, c'est le premier critère. Un deuxième critère, c'est qu'on doit aussi utiliser des instruments de mesure et s'assurer que la personne va obtenir un score qui est significativement inférieur à la moyenne au niveau du comportement adaptatif. Donc, on doit aussi mesurer ses habiletés adaptatives et avec une échelle normalisée, validée, standardisée, dire la personne a un score qui est 2 écarts types et plus en deçà de la moyenne. Quand tu réponds à ces 2 premiers critères-là, il y en a un troisième qui n'est pas à négliger non plus. Ça doit être fait, cette évaluation-là, et ces résultats-là doivent être obtenus avant l'âge de 18 ans. Donc, c'est une condition, la déficience intellectuelle, ou un état qui apparaît avant 18 ans et qui se caractérise par des limitations significatives au niveau du fonctionnement intellectuel et du comportement adaptatif chez les personnes. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse à ta question. Si on est un spécialiste qui doit établir un diagnostic, on devrait faire ça. J'insiste parce que j'ai la chance de voyager beaucoup et dans d'autres cultures, dans d'autres pays, je suis un peu poli, là, je pense que ça se fait aussi encore peut-être, pas ici, mais en Amérique peut-être. On a encore tendance à se fier qu'au QI pour établir un diagnostic de déficience intellectuelle, ce qui est absolument à proscrire. On ne devrait pas faire ça.
on doit pouvoir prouver ces 3 critères-là, sinon il n'y a pas de déficience intellectuelle. Donc ça, c'est un premier niveau. Ça amène un élément de réflexion intéressant. Je me suis fait souvent poser la question, êtes-vous en train de nous dire, sur cette base-là, qu'il se pourrait qu'une personne n'ait pas une déficience intellectuelle toute sa vie durant? Et ma réponse est clairement oui. En fait, il y a un vieil adage qui disait « déficient un jour, déficient toujours ». Il faut abattre ce préjugé-là. Et si, pour une raison ou une autre, une personne, au niveau du fonctionnement intellectuel, lorsqu'elle est évaluée, elle a un score significativement inférieur à la moyenne, même chose au niveau du comportement adaptatif, mais très limite. Et qu'on travaille, qu'on offre, qu'on encadre et qu'on soutienne cette personne-là de façon efficace pendant un certain temps, il se peut que dans une nouvelle mesure, elle ne cote plus ou elle n'obtienne plus un score significativement inférieur à la moyenne sur le comportement adaptatif, par exemple. Elle ne répondrait plus aux 3 critères. On ne devrait plus dire que cette personne a une déficience intellectuelle. Alors, on peut ne pas avoir une déficience ou présenter une déficience intellectuelle toute sa vie durant. Ça, je pense que c'est pas quelque chose qui est connu ou su ou partagé partout. Est-ce que c'est uniquement théorique de se préoccuper de la définition de la déficience intellectuelle ou ça pourrait interpeller les praticiens, les chercheurs, les intervenants, les parents? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est une excellente question. En fait, c'est probablement, pour l'instant, encore trop dévoué, je dirais, à la dimension théorique. Mais c'est hyper important et ça a nécessairement des impacts, plusieurs niveaux d'impact au niveau des pratiques, au niveau des savoir-faire, des choses. J'ai envie de faire un petit test avec toi. En fait, si je te dis, ferme les yeux, et que je te dis, imagine la mer, imagine un beau soleil, un ciel bleuté, un yacht ou un catamaran qui arrive tout près, puis tu as un pina colada dans les mains, tu es en train de siroter ça. J'imagine que tu te sens bien. J'imagine que tu as un ressenti très positif et que tu es dans un état d'être... Bon, si je te dis, on va parler d'un certain groupe de personnes, tout en gardant les yeux fermés, et que je te dis, moi, mon travail au quotidien, c'est d'aider des déficients intellectuels, des imbéciles, des crétins, des morons, ou des personnes qui ont de la misère, qui ne comprennent pas, qui ne comprennent rien, qui sont ignorants. J'imagine que ton ressenti est à l'opposé dans le spectre de ton système émotionnel, motivationnel, de ce que tu as. En fait, j'ai envie de te répondre par ça. Les mots peuvent sembler être d'interminables débats terminologiques, puis dire « Ah non, pourquoi tel mot, puis être l'affaire des doctoreux ou des chercheurs ou des gens de science. Mais une fois que ces débats-là sont faits, l'importance de trouver le juste mot ou le mot juste ou l'expression juste va avoir des répercussions à tous les niveaux. Alors, si dans ta compréhension comme intervenant, comme parent, pour toi, c'est un déficient intellectuel, et qu'un déficient intellectuel, c'est quelqu'un qui a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond, qui ne marche pas, qui est défectueux, tu vas nécessairement avoir des attitudes qui vont t'amener à plus faire de la prise en charge, de faire à la place de vouloir aider la personne, plutôt que de la mettre en position de risque. Puis très souvent des risques qu'on va surévaluer ou surestimer. Il ne fera pas faire ça pour elle, on veut lui éviter des mises de situation en échec ou des choses comme ça. Donc, ça nous rejoint. On ne se rend pas compte, mais au quotidien, l'ensemble de nos conduites sont dictées par nos valeurs, par nos représentations. Les mots ont ce magnifique pouvoir-là. Alors, Milligan disait « Les mots sont pleins de la réalité qu'ils transposent ». C'est tout à fait vrai. Tout un chacun a un ressenti qui va accrocher à un terme ou à un mot. Et là, quand on ne fait plus la part des choses et que ce mot-là devient une partie d'une personne plutôt qu'un terme pour qualifier une condition externe à cette personne-là, là, il y a un choc. C'est pas pour rien que les mouvements Personnes d'abord, que les associations de parents, que les personnes nous disent « C'est vous, les spécialistes, qui avez besoin de ces mots-là pour décrire notre condition, ou nous décrire, ou décrire ce qu'on a. Nous, on n'en a pas besoin. » Il est un peu là le fossé où il faut se dire « Oui, il y a des gens que ça intéresse, il y en a des bébites comme moi qui sont intéressés à faire des débats sur des mots, sur des termes, mais avec une pensée de pas juste s'obstiner ou débattre d'un mot pour débattre d'un mot, mais c'est pour son signifiant, son sens profond, puis l'impact que ça va avoir au niveau des pratiques. » Alors, je pourrais te lancer 2-3 petites phrases choc ou affirmations choc que j'ai tendance à faire, je dirais de plus en plus.
Personne n'a jamais eu une déficience intellectuelle. Tu ne peux pas avoir une déficience intellectuelle. Tu ne peux pas souffrir d'une déficience intellectuelle. Tu ne peux même pas être atteint d'une déficience intellectuelle. Tu réponds à un critère diagnostique qui fait que tu es une personne qui, en fonction de certains critères, oui, on peut t'accoler un diagnostic de déficience intellectuelle, mais c'est quelque chose qui est en dehors de toi. Donc, une conception fort différente de celle auquel on est habitué. Une conception fort différente de celle à laquelle on est habitué et pour des gens comme moi, fort surprenante dans la mesure où c'est pas dans la 11e définition ou dans la 11e édition de la définition qu'on dit ça. On a dit ça à la 10e et on a dit ça à la 9e. Donc, ça fait plus de 20 ans où on essaie d'amener cette idée-là. Mais il y a encore bien des choses qui sont prises au premier degré avec ce manuel-là. Donc, on pourra en rediscuter là, de manière plus approfondie, si tu veux. Merci pour cet éclairage. Ça fait plaisir. En terminant, nous espérons que cette vidéo, dans une perspective de pratique réflexive et de développement de la connaissance, suscitera réflexion et intérêt. Afin de poursuivre cette réflexion, vous retrouverez sur le site Internet du Centre de réadaptation une médiagraphie, c'est-à-dire un lieu où on retrouve différentes sources d'informations, à savoir vidéos, sources documentaires et autres, qui visent à soutenir la poursuite et la continuation de cette vidéo. Yves Lechapelle, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. C'était un réel plaisir et je nous dis à une prochaine. À une prochaine. Alors, j'aimerais en profiter tout d'abord pour remercier l'Université du Québec à Trois-Rivières qui nous a permis de tourner ces images aujourd'hui. J'aimerais également souligner l'importance de l'implication des professionnels de notre établissement dans la mise en application de cette nouvelle définition et des différents concepts que nous avons parcourus ensemble aujourd'hui. D'une façon plus large, ne pas oublier aussi l'importance de l'implication de nos partenaires réseau et finalement, souligner l'importance qu'accorde notre Institut au transfert de connaissances. Merci à tous et à bientôt.